soir, imaginez-vous un paquebot long de 360 mètres, plus de 6000 passagers, 2000 membres d'équipage. Le plus gros paquebot du monde, l'Harmony of the Seas, donc a pris le large cet après-midi à Saint-Nazaire pour ses premiers essais en mer avant d'être livré à la Royal Caribbean dans 2 mois. C'est un véritable parc d'attractions flottant et la compagnie américaine n'est pas la seule à vouloir faire du gros, de l'énorme. Alors jusqu'où s'arrêtera le gigantisme dans les paquebots? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. On va essayer de rentrer dans les coulisses du plus gros paquebot du monde et tous les autres, parce qu'évidemment il y a une course au gigantisme. Et puis tout à l'heure à 20h, alors sans aucune transition, sans aucun jeu de mots, est-ce que l'exécutif rame pour contrer donc la contestation, la loi travail. François Hollande a pris la parole cet après-midi, il promet des changements, mais pas question de retirer pour l'instant le texte. On en parlera avec l'ancienne présidente du MEDEF, Laurence Parisot, c'est dans une quarantaine de minutes. Allez, nos experts croisières, bienvenue à bord avec Sophie Bayot, directrice de So Between. Elle est experte dans le marché de la croisière. Autre expert, puisqu'il vend des croisières, c'est Pierre Pellissier, directeur général de QCNS Cruise, premier distributeur européen de croisières, avec 120 millions d'euros de volume d'affaires en 2015, 10% des ventes de croisières en France. Le grand expert du maritime en France, c'est Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Il vient faire paraître le livre noir de la mer avec toutes les menaces qui pèsent sur la mer. C'est très vaste, aussi bien les méduses, les algues, le sable, les passeurs de migrants, les pirates. Christian Buchet qui est également réserviste de la marine et c'est d'actualité au moment où le gouvernement veut remettre évidemment dans les rues les réservistes pour lutter notamment contre le terrorisme. Et puis l'un des équipementiers de ces gigantesques paquebots, je voulais justement qu'il y ait un des artisans de ce paquebot, c'est Daniel Marlot, directeur commercial marine de Gemont Électrique, équipementier donc qui produit de l'électricité sur ces géants des mers. Alors 17h, c'était cet après-midi à Saint-Nazaire, sortie du Harmony of the Seas, avec un impératif, il ne fallait absolument pas louper la manœuvre. Récit Jean-Baptiste Huet. Grosse marée aujourd'hui à Saint-Nazaire, coefficient de 116. Il pleut, mais la mer est calme. Tous les paramètres sont au vert pour sortir le plus gros paquebot du monde de sa forme de construction. À 17h, l'opération débute, sortie en marche arrière. 6 remorqueurs tirent ce monstre de plus de 100 000 tonnes, 362 mètres de long, 66 de large, 72 de haut. Pour les aider, le paquebot utilise également sa propre propulsion. Une sacrée pression puisque les pilotes ont entre leurs mains un joyau d'1 milliard d'euros. Tout se fait au ralenti pour pouvoir contrôler l'inertie du navire. À son bord, 500 personnes, dont 120 salariés des chantiers de STX. C'est une sortie absolument capitale. De nombreux tests de navigation vont être effectués. Le comportement du navire, sa manœuvrabilité, le bon fonctionnement des différents équipements, à commencer par les moteurs. 6 énormes diesels sont chargés de faire tourner les hélices. Il faut ajouter à cela une batterie de propulseurs latéraux qui rend le paquebot particulièrement maniable. Si cette opération est un succès, c'est d'abord parce que rien n'a été laissé au hasard. Voilà plus d'1 an que les équipes travaillent à Nantes dans un simulateur, comme pour les avions. Toutes les catastrophes possibles et imaginables ont été testées. Panne de moteur, remorqueur qui lâche, tempête. Le paquebot va maintenant s'éloigner des côtes d'une vingtaine de kilomètres pour débuter sa campagne d'essai. Rendez-vous au mois de mai prochain au port de Southampton, direction l'Espagne, pour le départ de la première croisière. Première croisière de l'Harmony of the Seas, direction Barcelone, récit signé Jean-Baptiste Huet. 16 ponts, 362 mètres de long, 66 mètres de large, 227 500 tonneaux de jauge brute, 120 000 tonnes. Tiens, Christian Buchet, je voudrais qu'on m'explique comment est-ce qu'on conçoit donc un tel géant des mers, un tel paquebot. C'est le premier, c'est le plus gros au monde. C'est le plus gros, mais il y aura plus gros. On parle même maintenant d'îles. Je pense à un projet, l'île AZ, par exemple, A comme Alstom, Z comme Zopini. Même les Américains fabriquent à des fins militaires aujourd'hui des îles flottantes, parce que je ne suis pas sûr que les Américains soient prêts à mourir demain pour Okinawa. Donc plutôt que d'occuper certaines îles un peu revendiquées dans la mer de Chine, mieux vaut peut-être avoir des bases qui peuvent d'ailleurs se marier. C'est-à-dire que là, il y aura toujours besoin de porte-avions, mais ce sont carrément les terrains d'aviation. Là, on est sur le militaire, là. Je voudrais qu'on revienne sur le...
C'est la même fabrique. Et c'est remarquable parce qu'on arrive à de tels bâtiments, près de 400 mètres de long, parce qu'on a fait des progrès au niveau de l'acier, c'est incroyable. L'Académie de Marine, on nous a montré récemment à l'Académie de Marine comment en un siècle et demi l'acier a évolué. Si vous regardez le Titanic, le bateau s'est coupé en deux parce que c'est un acier de mauvaise qualité, parce que le charbon à Belfast avait été de mauvaise qualité, donc on n'a pas pu assez chauffer. Un bâtiment comme ça peut avoir jusqu'à 3 mètres 50, 4 mètres de torsion. C'est-à-dire chacun pense que l'acier doit être dur. Heureusement que c'est dur un acier. Mais l'acier doit être souple en même temps. Voilà. Donc c'est deux caractéristiques tout à fait contradictoires. C'est dire à quel point aujourd'hui, grâce à ce matériau qu'est l'acier, on arrive à des choses qui sont tout à fait étonnantes. C'est une espèce de gros carambar mou par certains côtés. C'est quasiment insubmersible. Oui, j'espère. En tout cas, on rassure tout de suite. Oui, Sophie Bayot, Pierre Pélissier, tout est énorme. Hein. Les hélices, le poste de commandement, les cheminées, les ascenseurs avec 17 étages. Sophie. Oui, je voudrais revenir justement sur les dimensions, parce qu'on s'attache à parler de cette œuvre qui est quasiment magistrale. C'est vrai que d'abord, je crois qu'il faut souligner ici le travail des chantiers et le Made in France, parce que pour le coup, non seulement l'œuvre magistrale, mais en plus, elle porte notre économie et elle a redonné un petit peu beaucoup de dynamisme d'ailleurs au chantier en question. Mais surtout, au-delà du gigantisme, il ne faut pas seulement s'attacher à voir les tailles qui peuvent aussi effrayer. Il ne faut pas oublier, paradoxalement, ce que vous disiez, que là, on parle de croisière. Et là, on parle de croisière et le premier objectif des croisières, c'est d'emporter les gens, de les emmener voyager à la découverte du monde. Donc, il ne faut pas non plus oublier la notion de voyage, j'allais dire inhérente au bateau. Et la grosse différence aujourd'hui, c'est qu'effectivement, de par ses dimensions, aujourd'hui, le bateau est devenu une véritable destination en soi qui va compléter les itinéraires. Donc, si on parle de gigantisme, c'est aussi parce qu'à l'intérieur de telles unités, l'offre de services est de plus en plus variée. Donc je voulais juste m'arrêter sur ça parce que c'est hyper important. Oui, parce que l'offre... Je voudrais compléter ce que vous dites, c'est tellement vrai. Je me suis amusé à comparer par rapport aux chiffres du Titanic. Vous avez 2 fois plus de passagers que le Titanic, mais vous avez raison, il y a 3 fois plus d'hommes d'équipage. Donc on voit la surqualité, la montée en puissance du gigantisme, mais de la qualité gigantesque qui va avec. C'est ça. Et j'allais dire surtout, les activités se sont vraiment étoffées. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aujourd'hui, vous parlez jusqu'au gigantisme, je crois que ce serait quand même important de dire dès le départ que c'est un secteur qui porte aujourd'hui ces constructions. Le secteur de la mer et le marché de la croisière. Bon, Pierre en parlera. On reviendra sur les chiffres du marché de la croisière. Mais ce qu'on trouve à bord, justement, Pierre Pélissier, Sophie Bayot... Justement, je voulais terminer, effectivement, sur ce qu'on trouve à bord, parce que, comme vous venez de le dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, à bord, on a par exemple 26 options de restauration et surtout, on a des animations extraordinaires. C'est vrai que là, vous avez montré Harmonie, mais Harmonie va vous révéler petit à petit et de plus en plus de nombre de belles et de grandes surprises. Il va être équipé d'infrastructures et d'animations qui n'ont jamais été montrées aujourd'hui et qui sont fortement surprenantes et inédites. J'ai vu un peu le dossier de présentation, donc avec des maquettes, enfin des animations virtuelles. Il y a des simulateurs de vagues, alors, effectivement, un toboggan de 30 mètres de haut, casino, salle de jeux vidéo, il y a même un bionic bar avec des bras robotisés, ça y est, on n'a même plus besoin de serveur, on appuie, on demande ce qu'on veut, un mojito ou autre, hop, ça le fait tout seul. Hein. C'est robot. Voilà, c'est robot. Mais au niveau du toboggan, c'est plus que ça en fait, c'est-à-dire que Ultimate Abyss, qui va être sans doute l'attraction absolument la plus folle de ce navire, est une attraction qui avec beaucoup de frissons, puisqu'en fait la chute sera vertigineuse, elle est de 45 mètres. Donc en fait, on fait une chute en toboggan sur une hauteur de 10 ponts. Donc effectivement, ils sont dans cette mesure de l'amusement, mais qui en même temps est très riche au niveau du programme. Oui, mais on verra tout à l'heure, parce qu'on est ensemble pendant une quarantaine de minutes, on fera rentrer l'un des responsables de la compagnie Ponant. Alors là, on est dans un tout autre genre, on est beaucoup plus luxe, avec une taille beaucoup plus modeste, mais aussi un service qui est... parfait aussi, hein. On verra tout à l'heure, il nous en parlera, hein, justement, on est dans un autre genre. Gigantisme ne veut pas dire aller vite dans l'art et la manière de recevoir. Pierre Pélissier, ce que nous raconte Sophie Bayot donc, sur l'Harmony of the Seas, donc, de la compagnie Royal Caribbean, qui est l'un des grands acteurs, qui est une compagnie américaine. Finalement, il y a d'autres exemples chez ses homologues, hein, chez Costa Croisière, chez MSC Croisière. On essaye de rivaliser, d'inventivité, donc, de services.
Racontez-nous un peu ce qu'on peut trouver. On est sur un marché qui en 10 ans a totalement changé. Ouais. On parle beaucoup de l'essor de la croisière. Pourquoi la croisière, finalement, aujourd'hui on en parle énormément. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits par les armateurs, beaucoup de nouveautés dans ces navires et une vie à bord pour nos clients qui est totalement différente de celle qu'ils ont pu expérimenter il y a 10 ans. On est sur un marché qui a à peu près doublé en 5 ans à peu près. On a en 2008-2009, on était à moins de 300 000 passagers. On a dépassé les 650 000 passagers. Ça c'est pour la France. Pour la France en 2015. Et à l'ensemble du monde aussi, on a quasiment doublé en 12 ans. On est passé de 13 millions à 24 millions de touristes l'an dernier. Voilà. C'est ce changement, c'est ce gigantisme, ce sont ces bateaux qui ont apporté ce dynamisme, principalement à ce marché. Et c'est un dynamisme qui va continuer parce que dans les années à venir, on a encore des dizaines, quinzaines, vingtaines de bateaux qui sont attendus en production et qui arrivent à partir de 2017 chez MSC notamment. Donc la tendance des bateaux, ces bateaux gigantesques apportent différentes choses. Ils apportent une expérience à bord qui est effectivement fabuleuse, avec un niveau de qualité de service qui est très important à bord. Ils apportent aussi, à bord, vous n'attendez nulle part. À aucun moment vous allez attendre pour un restaurant, pour une attraction, une activité. Il y a tellement de Pardon, je vous fais une parenthèse. J'imagine quand il y a 6800 passagers dans une escale qui s'arrêtent pour aller visiter le Parthénon ou j'en sais rien, Venise par exemple. Il faut les sortir, les 6800 personnes. En une demi-heure. En une demi-heure? On n'attend pas. Oh là, Ils ont prévu un système, les chantiers ont réfléchi à ce système pour débarquer avec 6 entrées différentes simultanément tous les passagers. Bon, bah, très bien. Heureusement, parce qu'en cas d'incendie, s'il fallait mettre 4 heures pour évacuer, ça serait problématique. Bravo Christian. Donc je vous rassure, il y a un délai qui est très précisé par les normes internationales. Oui. Pierre Pellissier, qu'est-ce qu'on peut trouver justement? Je voyais que MSC Croisière a signé un partenariat avec le Cirque du Soleil par exemple. Oui, MSC Croisière a signé avec le Cirque du Soleil. Costa Croisière avait signé à faire un partenariat avec The Voice, un peu plus grand public, différent. Mais Ils font quoi? Ils font The Voice en pleine mer, c'est ça? The Voice en pleine mer. Oh là là, d'accord. Absolument. Ouais, bien. Avec des chefs aussi, avec un chef italien, Barbieri, qui est très connu en Italie. Donc voilà, il y a un côté gastronomique, ludique et culturel, puisque finalement une croisière c'est quoi? On arrive le matin, on débarque à 8 heures du matin, on a les mains dans les poches, on va visiter tous les matins une nouvelle ville, on rentre le soir, on embarque vers 17-18 heures, dans un confort total, on passe la nuit et le lendemain matin, on a fait Venise, Rome, Barcelone, voilà, on peut traverser toute la un peu vite à chaque fois. Bon, très bien. Oui, non, mais pourquoi pas? Non, mais bon, après on peut en discuter. En niveau de sécurité totale et sans aucun problème de logistique. Ah pardon, je veux une parenthèse sur la sécurité quand même. Christian Buchet, vous qui êtes un grand expert maritime et notamment toutes les questions de terrorisme en mer. Moi, je me souviens de l'Aquilée Lauro, qui était un paquebot donc en Méditerranée. C'était il y a 30 ans, qui avait été donc détourné par un commando palestinien. Ils avaient exécuté un otage, un pauvre américain juif paralytique, qu'ils avaient jeté donc par-dessus bord. Allez, je vais pas donner des idées à l'État islamique, mais franchement, quel est l'état de la sécurité, des contrôles sur ce type de ville flottante quand il y a presque 10 000 personnes à bord? Très honnêtement, le réseau ferroviaire devrait imiter ce que l'on fait pour les croisières. On pratique régulièrement les croisières, on ne rentre pas, même lorsqu'on est déjà passager en cours de semaine, lorsqu'on est en excursion, donc c'est tout à fait surveillé. Donc on est vraiment totalement en sécurité. Il y a un élément sur lequel j'aimerais rebondir pour compléter. On a parfois, c'est de moins en moins vrai, heureusement, c'est pour ça que la croisière enfin décolle en France. Quand les Français ont parfois un problème avec la mer, heureusement ça commence à s'estomper. On ne mesure pas à quel point ce sont des jeunes qui vont en croisière. On a parfois une image en France que ce sont des personnes âgées. On a été traumatisés dans ce pays par un vieux feuilleton qui s'appelle la croisière s'amuse. La croisière, c'est un truc pour vieux. Combien de fois je l'ai entendu? Mais c'est pas vrai, je pratique souvent, on a des chiffres d'ailleurs. Aujourd'hui, l'âge moyen d'un croisiériste en France, c'est 45 ans. 20% des passagers sont des enfants. Bon, si je devais comparer par rapport à l'histoire des idées politiques, je dirais que c'est le phalanstère de Fourier, la croisière. Parce que c'est en fait pour les familles, des quadras, des quinquas avec des enfants, parce que très vite on se rend compte que le gamin, même s'il est insupportable, il pourra pas tomber à la mer. Les parents ont leur vie, les enfants aussi, au moins 200, 300, 500 chenapans du même âge que le vôtre. Bon, chacun a sa vie, tout est payé quasiment à l'avance, donc on mange comme on veut. On pourrait presque manger 5 fois. C'est la ville idéale que rêvait un certain Fourier. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix. Oui, alors je voudrais qu'on revienne sur la conception quand même de tels géants des mers. On parle de l'Harmony of the Seas, mais il y a le petit frère qui est en cours de préparation, toujours à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire également qui va sortir 7 paquebots du même style d'ici 2020 pour d'autres
d'autres compagnies. Daniel Marlot, vous êtes directeur commercial marine de Gemont Électrique. C'est l'un des gros équipementiers qui produit l'électricité. Vous travaillez sur les suivants, hein. Vous avez travaillé sur les précédents, sur les suivants, pas celui-là. Mais enfin bon, en tout cas, tout ça, vous connaissez par cœur. Vous fournissez donc les alternateurs qui, couplés au moteur diesel, vont fournir de l'électricité. Vont fournir la production d'énergie à bord. Et cette production d'énergie à bord, qui est de l'ordre d'à peu près de 40 à 60 mégawatts installés, si on peut faire une comparaison avec d'autres domaines dans le domaine de l'énergie, ça équivaut pratiquement à une centrale électrique qui va alimenter 40 000 foyers. Ah, d'accord. Donc vous voyez un peu, pour vous donner des notions de chiffres, de comparaison avec d'autres domaines d'activité. Donc Gemont Électrique est un fabricant de machines tournantes électriques. Et c'est du Made in France. Voilà, on en parlait du Made in France. Vous êtes venu du département du Nord spécialement pour les décodeurs. Et nous fournissons également les moteurs pour les thrusters, donc pour les propulseurs d'étrave. Hein, c'est aussi une partie de notre fourniture. Propulseur d'étrave, c'est-à-dire ce qui permet de rééquilibrer le paquebot, voilà, à proximité en vidant de l'eau, en remplissant, etc. Voilà. Oui, alors justement, vous nous dites, parce que ça consomme énormément d'électricité, un tel bébé, justement, quand il y a presque 10 000 personnes à bord, quand il y a des gens qui sont là, dans leur cabine, en train de lire, mettre la climatisation, soit aller sur des vagues artificielles, parce que évidemment tout ça, faut les entretenir, ces vagues, faut les propulser justement. Ça mange, ça nage, ça fait du surf, ça se rafraîchit, donc ça danse. Ça consomme énormément d'électricité. Énormément d'énergie, tout à fait. Oui. Alors cette énergie, aujourd'hui, notre partenaire évidemment STX, nous travaillons en partenariat avec STX dès la conception pour améliorer effectivement ces machines et les adapter dans l'environnement. Et vous savez comme moi qu'aujourd'hui l'environnement, les émissions de CO2 est un point très très visé. Donc on nous demande d'avoir des rendements proches des 98 voire 99% de nos machines pour effectivement éviter la consommation et l'émission de CO2. Donc ça c'est un des points très forts. On dira jamais assez que le Christian Buchet et Sophie Boyot est le moins polluant qui existe. Comment ? Le transport maritime est le moins polluant qui existe, puisque le frottement d'une coque sur l'eau suppose moins de débours énergétiques que le frottement d'une roue sur une autre. Donc, bien sûr, il y a une empreinte, comme toute activité humaine, mais c'est infiniment inférieur au prorata, si vous voulez, d'autres modes de transport, sans en citer aucun. Sophie Bayot, SoBetween, experte de la croisière. Oui, donc je voulais rebondir justement sur cette notion qui est très importante, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les compagnies maritimes vraiment construisent des navires avec une véritable réflexion sur le développement durable, l'écotourisme et la protection de l'environnement. Et j'en veux pour preuve des partenariats exceptionnels, comme justement la compagnie Royal Caribbean avec Harmony of the Seas, qui a signé un partenariat avec WWF et qui a signé un engagement signé très important pour réduire sa consommation de façon notable d'ici 2020 et qui a installé tout un système de milliards de microbules qui enveloppent la coque et qui permet ainsi de gagner en vitesse, donc d'éliminer une partie de la consommation, d'aller plus vite. Voilà. Donc ça, c'est quand même des efforts qui sont faits et qui sont importants. Oui. Et Christian Buchet ou Pierre Pellissier, le traitement des déchets, par exemple, quand on a 10 000 personnes à bord, on rejette rien, hein, rassurez-moi. Quand on consomme, quand tout est consommé à bord, quand on mange, justement, nécessairement, ça fait des déchets. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, le bateau est totalement propre, il y a des usines de tri à l'intérieur, il y a des stations d'épuration, et tout ce qui est rejeté est de l'eau entièrement claire. Donc les bateaux ne polluent pas sur les côtes ou en mer. La totalité des rejets qui sont faits par le bateau, c'est de l'eau claire, puisqu'il y a des stations d'épuration à bord qui traitent la totalité des déchets. Et les déchets solides sont ramenés à terre et traités à terre. Donc je dirais... Les gaz sont détruits par les scrubbers dans les cheminées. Donc quelque part, bon... Non, il n'y a pas, si vous voulez, d'empreinte écologique majeure au prorata, si vous voulez, du passager, parce qu'encore une fois, tout est traité à terre ou filtré dans l'eau. Donc là, il y a eu des progrès absolument considérables. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas encore améliorer le fuel de propulsion, c'est un vaste débat. Ça, c'est vrai que l'ensemble des 43 000 grosses unités du transport mondial provoque une émission de CO2 équivalent à peu près de 40% des émissions de CO2 des États-Unis. C'est-à-dire que nos voitures sont propres, tous les bateaux ne sont pas encore propres, parce que c'est difficile. Le premier qui serait propre, ça coûterait plus cher que les autres, donc c'est très difficile. À l'organisation maritime internationale, mais il y a beaucoup de discussions en jeu sur ce plan-là. Donc nous allons dans la bonne direction, mais il faut aller plus vite encore dans la bonne direction. Voilà.
Est-ce que c'est comme l'A380 finalement, où les pièces viennent de partout en Europe justement, c'est assemblé après dans les usines de Blagnac? Comment ça se passe justement pour un tel géant comme l'Harmony of the Seas ou les autres, hein, ou le petit frère précédent, ou le petit frère à venir, ou tous les autres qui vont être construits par Costa, pour Costa, pour MSC Croisière, pour les Cunard par exemple, qui sont les grands acteurs. Christian Buchet. Il y a des blocs effectivement qui viennent de l'Europe du Nord. Hein. C'est pas uniquement au chantier XTX. Je vous dirais le chantier XTX, c'est d'assembler les choses. Ça vient d'un petit peu de C'est l'équivalent de Blagnac pour la 380. On ne mesure pas, quand je disais 10 millions d'heures de travail, un bâtiment comme ça. 90 blocs, oui. 90 blocs, 1 milliard d'euros pour 10 millions d'heures de travail. Ce qu'on ne mesure pas, c'est que ça provoque en termes de sous-traitance. Mais c'est un tissu incroyable pour, pas simplement une région, mais je dirais tout un pays. Et la région, aujourd'hui, est totalement tirée par ça. Oui, le Nord, Jeumont, par exemple, la ville de Jeumont. Dites-nous, Daniel Marlot, justement. La ville de Jeumont, donc Jeumont électrique, ça représente à peu près 550 personnes. Et la ville de Jeumont, c'est à peu près 10 000 habitants. Et donc cette activité, effectivement, à Jeumont, est une activité phare et très importante pour la région. Je voudrais aussi souligner que l'activité marine pour Jeumont électrique représente à peu près, en fonction des différentes années, entre 25 et un tiers de notre activité. Hein. L'activité de la marine de croisière est un nouveau marché pour Jeumont. Nous exerçons depuis plusieurs années plus dans le domaine militaire, avec différents chantiers connus, DCNS, Fincantieri, etc. Mais aujourd'hui, la marine de croisière, avec un partenaire comme STX, nous avons la volonté de les assister de la conception à la fabrication, à l'installation et évidemment aussi au service, parce que je crois que c'est un domaine qu'on ne peut pas oublier. Pierre Pellissier, je reprends juste ma comparaison avec la 380 pour la conception du navire. Mais une fois qu'il est donc mis en place, qu'il est mis en service, voilà, je cherchais le terme, la 380, il ne peut pas se poser n'importe où. Hein. Évidemment, s'il veut se poser sur un aérodrome dans la Nièvre, il aura un peu de mal. Est-ce que c'est la même chose pour ce type de bâtiment? Est-ce qu'on peut voir un jour l'Harmony of the Seas au large de Venise, au large de Kotor, dans le Monténégro, par exemple? C'est effectivement un problème pour ces très grands navires. Ils ne peuvent pas accoster dans la totalité des ports, uniquement dans certains ports. C'est pour ça que quand nos clients vont nous appeler, globalement 85% de nos clients qui veulent une croisière n'en ont jamais fait. Ouais. Donc on va pouvoir les conseiller en fonction de la taille du bateau. En fonction de la taille du bateau, on va pouvoir faire telle ou telle destination. Après, quel est l'avenir de ces grands navires? Il y a des très grands navires, il y en a des moyens, il y en a des petits. On ne fait pas la même chose sur ces différents petits, navires. Je vous dis, on en parlerait avec la compagnie du Ponant, bien sûr. Du Ponant, qui est le spécialiste sur ces petits bateaux de très haut de gamme. On ne fait pas du tout la même chose, mais quel est l'avenir des grands bateaux? Globalement, ce qu'on voit dans les bateaux qui vont arriver dans les années à venir sont plutôt des bateaux qui sont un peu plus petits que l'Harmony of the Seas, un peu plus larges. Plus petit parce que justement il y a des difficultés pour entrer dans certains ports, et un petit peu plus large parce que la largeur pose moins de problèmes. Donc c'est plutôt la tendance sur les bateaux qui vont arriver chez MSC ou Costa dans les années à venir. Sophie Bayot, justement, là pour l'instant, on va s'arrêter là à 362 mètres. 62 mètres. On peut encore aller au-delà. En fait, c'est pas ça, c'est qu'on pourrait aller au-delà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et Pierre l'a justement souligné, aujourd'hui, c'est surtout l'accueil de ces bateaux qui est important, parce que ces bateaux, encore une fois, c'est de la croisière et c'est pour faire des escales. Donc c'est la dimension des ports aujourd'hui, la structure et les infrastructures portuaires qui définissent et déterminent la taille des paquebots, parce qu'il faut les accueillir, et puis après, encore une fois, c'est un navire de passagers, donc il ne faut pas seulement accueillir un très grand navire, mais après il faut toute l'infrastructure et la sous-traitance, l'accueil des passagers, etc. Donc aujourd'hui, Harmony of the Seas, quand même, s'arrêtera à Cherbourg le 27 mai prochain et à Marseille toute cette année, toute pendant la saison d'été à Marseille. Marseille peut accueillir des bateaux de cette taille-là. À moins que les bateaux de cette taille-là soient accueillis non plus dans des ports, j'allais dire classiques, mais aux escales, avec des lieux complètement artificiels, des îles artificielles finalement, avec, j'en sais rien, limite des faux villages, des faux palmiers, des faux... Alors, pardon, les porte-conteneurs sont beaucoup plus grands aujourd'hui. Moi, je plus long, 400 mètres, 398 le dernier. Non, mais j'étais en Haïti début janvier. J'ai vu comment la Royal Caribbean avait installé une espèce de zone
en reconstituant des villages haïtiens, limite les gens en costume local, enfin tout ça était parfaitement artificiel. Ils n'avaient pas besoin de mouiller, je ne sais où, dans un port, oui, mais dire classique. Mais je trouve que ça manque un peu d'authenticité quand même, non? Oui, c'est très américain, c'est très américain. Ah bah oui, ça se fait pas en Europe, ça se fait vraiment de Miami, c'est vers les Bahamas. Donc effectivement, les armateurs ont presque tous un peu leur île dans les Bahamas, auquel ils ont aménagé et ils font une île MSC. Oui, mais c'est parce qu'ils ont une clientèle, ils répondent en même temps à la clientèle. Mais voilà, une clientèle américaine qui est friand de ça. Voilà. C'est pas le cas en Europe. Ouais. En Europe, on est beaucoup plus sur une destination plus culturelle, d'accord. Où on va découvrir nos très belles capitales méditerranéennes. Bon, allez, on continue dans un instant. Jusqu'où ira le gigantisme des paquebots? Vous restez tous, évidemment, dans ce studio de BFM Business. Passionnant, que des experts, que des acteurs du monde de la croisière. Et puis, on va faire rentrer l'un des patrons de la compagnie du Ponant, justement, dans un autre genre. Et on verra justement que le marché de la croisière également, il est voué à un très beau, très bel avenir. Il y a encore un très gros potentiel. Oui, il paraît que les Chinois aussi vont visiter les bateaux de croisière. À tout de suite. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et on continue les décodeurs de l'écho ce jeudi soir. Tout à l'heure, tiens, gros plan évidemment sur le dossier chaud de la politique du social, la loi travail, la loi de Myriam El Khomri, avec donc François Hollande qui est intervenu pour la première fois cet après-midi, qui a dit que des aménagements seront trouvés, mais la loi donc sera présentée bel et bien en Conseil des ministres le 24 mars. On en parlera avec l'ancienne présidente du MEDEF, Laurence Parisot. Pour continuer évidemment, ça s'est passé du côté de Saint-Nazaire cet après-midi, les premiers essais en mer du plus gros paquebot du monde, le Harmony of the Seas, qui va être livré à la Royal Caribbean, compagnie américaine, par les chantiers STX de Saint-Nazaire. Oui, plus gros paquebot du monde. Je vais vous redonner quelques chiffres. 16 ponts, 362 mètres de long, 2000 membres d'équipage, presque 7000 clients, 7000 passagers. Hervé Bellèche, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, ça n'a absolument rien à voir, puisque vous êtes le directeur général adjoint marketing de la compagnie du Ponant. Alors la compagnie du Ponant, évidemment, quand on parle de paquebot 360 mètres, c'est pas du tout ça. Vous êtes plutôt donc dans des paquebots de croisière de quelle dimension? 140 mètres. 140 pour les plus grands. Ouais, pour les plus grands. Alors vous en avez donc 4 navires, dans le dernier le Lyrial, donc qui date de 2015. Ouais. Et quand on parle de presque 7000 passagers donc sur la Royal Caribbean, vous dites on peut en accueillir 200 à peu près. 200 dans 130 cabines à peu près. 130 cabines, entre 120 et 130 cabines. On avait un petit voilier de 80 mètres qui accueille 30 cabines, donc une cinquantaine de passagers. Bon alors vous, c'est le contre-pied complet de l'Harmony of the Seas. Je dirais que c'est un autre style de croisière. Premièrement, Ponant, c'est l'unique armateur français de navires de croisière. Et effectivement, on se place sur une niche de marché assez particulière, des bateaux plus petits. On essaie de faire voyager le savoir-faire, l'art de vivre à la française, que ce soit en termes de gastronomie, que ce soit en termes de francophonie, que ce soit en termes de culture, de thématique. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit précédemment, ça nous permet d'accéder à des ports et à des lieux dans lesquels les autres ne vont pas. Le premier slogan de la compagnie du Ponant créé il y a une trentaine d'années, c'était « Aller là où les autres ne vont pas ». Donc vous parliez par exemple évidemment de Venise et de Kotor, bien sûr nous y allons, mais également les pôles par exemple. Oui, la Patagonie. La Patagonie, mais même l'Antarctique. L'Antarctique aussi, d'accord. Bien sûr, on débarque en Antarctique, et puis on va en Arctique, la mer de Baffin, on fait des choses par la spécificité de nos navires que personne ne peut faire. Et du coup, même si vous parlez de l'Antarctique ou de l'Arctique, Cocorico, la compagnie Ponant aujourd'hui est numéro 1 mondial des croisières haut de gamme dans les pôles et les croisières d'expédition de manière générale. Et le service, on n'a pas de toboggan géant, c'est Pierre Pellissier tout à l'heure qui nous racontait donc cette chute de 40 mètres de haut dans ce toboggan géant sur l'Harmony of the Seas. Il n'y a pas ça chez vous. Encore une fois, c'est un autre style de croisière. Ah oui, on a compris. Donc ça dépend ça dépend effectivement des destinations. On fait par exemple, lors des destinations où on a un peu plus de culture, on fait venir beaucoup d'intervenants. Des conférenciers. Des conférenciers, voilà, l'année dernière, Luc Ferry, Michel Roquet,
Rocard, Jean-Luc Petit-Renaud, enfin voilà, beaucoup de gens qui viennent apprendre des choses aux gens. Et donc les gens, à la fin de ces croisières-là, reviennent, on espère, avec des instants en tête qui sont inoubliables. Alors, Sophie Bayot est avec nous, directrice de SoBetween, experte du marché de la croisière. On en parlait tout à l'heure avec Christian Buchet, qui est toujours avec nous, qui nous faisait remarquer, très justement, que l'âge se rajeunit, l'âge baisse des clients donc dans les croisières. C'est de plus en plus famille, il y a de plus en plus d'enfants sur ce type de gros paquebots, les MSC Croisières, Costa, Royal Caribbean, etc. Ça coûte combien d'aller sur ce type de bateau pour... Alors, en même temps, je voudrais rajouter juste un acteur qui me semble quand même indispensable dans le schéma dont vous parlez. Effectivement, on a parlé des Américains, on parle des Français. On sait que le marché est d'abord, les prix ont baissé parce que l'élargissement de l'offre et la telle variété aujourd'hui des produits qui sont présentés permettent déjà de s'adresser au plus grand nombre. Et plus c'est gros, plus les croisiéristes et puis surtout plus il y en a, plus forcément tout le monde essaie d'être compétitif. Mais il y a effectivement un acteur dont j'aimerais qu'on parle qui s'appelle Croisières de France, parce qu'effectivement, on n'a pas cité depuis le début, mais c'est vrai que Croisières de France est le 3e opérateur de croisière sur le marché français et se distingue justement entre les deux, j'allais dire, entre le gigantisme des paquebots à l'américaine et j'allais dire le yachting de luxe du Ponant, par justement des bateaux qui sont peut-être un petit peu moins modernes, mais surtout, et là je rejoins aussi mes deux confrères, c'est-à-dire dans le sens où les thèmes sont très importants. Et les thèmes, ça veut dire installer à bord du bateau une ambiance, une atmosphère et des services qui sont dédiés en fonction de l'âge. Donc là, je reviens aussi sur les enfants, dans le sens où, par exemple, une compagnie comme Croisières de France va faire un partenariat avec Playback, qui est quand même l'éditeur des Incollables, de Mon Quotidien, etc. Donc effectivement, il va y avoir un accueil particulier pour les enfants. Ensuite, donc on emmène les enfants en vacances. Donc on emmène les enfants en vacances, on ne les voit pas parce que de toute façon ils jouent à la PS4 en permanence pendant que les parents sont au spectacle. Donc c'est vrai que ça c'est aussi une donnée très importante. Hervé l'a dit, c'est vrai, les thèmes c'est important parce qu'aujourd'hui on embarque en croisière pour voyager mais aussi pour s'instruire. Donc les gens apprécient d'avoir des rencontres exclusives. Je vois que par exemple on va accueillir quelqu'un comme Francis Huster pour faire le théâtre, on accueille des grands chefs. Donc on développe aussi les thèmes de façon à ce que les parents puissent y trouver leur compte, les enfants aussi, et tout ça fait que quand on embarque, en fonction de la compagnie qu'on choisit, aujourd'hui on peut partir en croisière une semaine à partir de 736 €, tout inclus, pension complète, et découvrir 5 pays au départ de Marseille. Donc c'est très compétitif en sachant que les grands acteurs et les majeurs du marché mettent les enfants gratuits, partageant la cabine avec les adultes. Donc aujourd'hui la croisière prend des parts sur les clubs de vacances. Et chez vous, au Ponant, une semaine c'est combien ? C'est à peu près 4 500 €. 4 500 €, alors voilà. Évidemment pour un service très haut de gamme. Pierre Pellissier, directeur général de QCNS Cruise, premier distributeur européen de croisière. Je viens d'entendre Sophie qui nous disait, oui, ça c'est peut-être maintenant la réplique au club de vacances. Ça veut dire quoi ? Maintenant on va faire une croisière pour ne plus aller peut-être dans certains villages de vacances, dans certains pays jugé à risque, jugé trop dangereux, je pense aux pays du Maghreb par exemple. Depuis 2011, on a clairement vu effectivement depuis le printemps arabe une partie des clients qui allaient dans ces clubs de vacances qui s'est reportée sur la croisière. Pourquoi ? Parce que c'est principalement effectivement une problématique aussi d'offres, et de tarifs et de sécurité. Sur notre site croisièrnet.com, on va trouver environ 45 armateurs, des offres qui vont de 300 €. On trouve des croisières en novembre. Il y a une grande diversité du tarif en fonction de la saison. Il y a une très forte saisonnalité, c'est un peu comme les compagnies aériennes. Donc on peut trouver entre 300-400 € jusqu'à 50 000 € pour les plus folles, avec des croisières d'expédition absolument incroyables. Mais le printemps arabe a été un des éléments qui a effectivement favorisé le développement de la croisière, parce qu'on est capable aujourd'hui de proposer des offres qui sont assez proches ou équivalentes à ce qui était proposé dans les clubs de vacances. Avec piscine, avec toboggan géant, avec l'accueil pour les enfants, de la bouffe, des restaurants, etc. Clubs, ado-clubs, des salles de jeu. Hervé Bellache et juste après Christian Buchet. Oui, ce développement, pour nous, armateurs, on pense qu'il est surtout pas fini, parce qu'il y a un réel rattrapage de la France par rapport à... De l'Europe en général et de la France en particulier. Et de la France en particulier. Par rapport aux Américains qui sont quand même les géants mondiaux. Même la France par rapport à l'Angleterre, à l'Allemagne. On est en retard l'Angleterre et l'Allemagne sont à 3 à 4 fois plus croisiéristes que la France. Christian Buchet avec nous. Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique en France, c'était 593 000 passagers l'année dernière. On espère 615 000 cette année. Dans cette en forte croissance, il était temps. Pourquoi ça va se développer ? Moi, j'y crois, parce qu'il y a des éléments géostratégiques
stratégique, effectivement, parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix, vous l'avez évoqué, c'est pas au détriment de la qualité, parce que ce qu'on oublie par rapport à certains clubs de vacances, c'est que le bateau il bouge. Pendant que vous faites un certain nombre d'excursions, lui se ravitaille. Il a l'intelligence de se ravitailler toujours à chaque endroit, là où les produits sont au meilleur marché. Ça ne peut pas le faire au niveau d'un club de vacances qui aura besoin d'un acheminement. Donc, de tout point de vue, puis disons-le, c'est pas toujours, ils n'ont pas toujours un drapeau battant pavillon européen, donc il y a parfois des contrats de travail du Panama, qui sont plus intéressants que les contrats de travail de ces pays sur place, il faut le dire quand même, hein, donc il ne s'agit pas d'exploiter les gens, hein, ils sont nettement plus intéressants que les conditions de travail dans ces pays-là, mais qui permettent de faire toutes les capitales européennes avec un tarif qui est relativement imbattable. J'y crois beaucoup pour ça aussi, et j'y crois aussi parce que la littoralisation fait qu'on se concentre de plus en plus sur le littoral, il y a de plus en plus de monde sur le littoral, de plus en plus la mer monte, donc il n'y a pas de lieu de s'inquiéter plus que ça pour le littoral, sauf qu'on se baignera de plus en plus à marée basse, et vu la concentration, oui, pour prendre la mer, ça va supposer, avec une population mondiale en croissance de 2 milliards d'habitants d'ici 35 ans, d'aller en mer. Il y a certains bateaux qui proposent certains projets d'îles flottantes, des lagons d'1,5 hectare à moyen terme qu'on pourra pratiquer en haute mer. Hein. Quand on voit STX qui a construit donc cette Harmony of the Seas, hein, STX, les chantiers de Saint-Nazaire, les anciens chantiers de l'Atlantique, qui ont un carnet de commandes rempli a priori jusqu'en 2019 ou 2020 à peu près. Il y a 7 autres paquebots du même style encore à construire d'ici 2020. Question, est-ce qu'il n'y a pas un moment, un risque de surcapacité quelque part? Qui me parle de ce marché? Christian Buchet, Pierre Pellissier, lequel? Allez Pierre. Il y a déjà un effet simple, c'est que quand il y a un nouveau bateau qui arrive, il y en a souvent un ancien qui s'en va. Ah, ça marche comme ça? Ça marche souvent comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'envoie en Chine, on l'envoie ça crée des emplois on l'envoie dans un autre, dans une zone où le marché est un petit peu moins développé, où le niveau d'attente est un peu moins fort. Donc le premier marché, c'est les États-Unis, où les tout nouveaux bateaux généralement débutent leur carrière, ils font 2-3 ans aux États-Unis, ensuite ils arrivent en Europe. Et ensuite ils finissent par partir sur des continents un peu plus lointains. Donc il y a un engouement pour ce marché, d'abord parce que ces nouveaux bateaux apportent beaucoup de nouveautés. Nos clients ont envie de voir ces nouveaux bateaux, donc ils reviennent. Donc il y a un taux de repeater qui est de plus en plus fort. Donc c'est pour ça qu'on croit beaucoup en l'avenir du marché de la croisière. Et puis... Il y a du potentiel, on va juste donner un chiffre. Hein. La croisière, c'est 2%, pas plus, des touristes en Europe, hein, Pierre Pellissier. Mais le tourisme va doubler dans les 20 ans. Oui. Il va doubler en plus. 1% en France, Sophie. tandis que c'est 1%. Déjà, nous en France, c'est juste 1%. C'est déjà, en Italie, c'est 1,4% et c'est 5 en Allemagne. Donc nous, on a une marge de progression en France. Les rapports des Français quand même important. Continuez Pierre Pellissier. Donc on croit énormément à ce marché parce que la qualité de service est présente, parce que les armateurs investissent énormément dans les années à venir. En Europe, sur les 4 années qui viennent, on attend déjà une quinzaine de nouveaux bateaux qui arrivent. Donc des grands, des moyens, il y a sur tous les segments. Et des petits, il va y en avoir aujourd'hui. Hein. Pourquoi pardon, vous avancez un bientôt chez nous, on Renan? réfléchit, on se pose les questions comme tout bon armateur d'en construire des nouveaux. Et donc là, on se pose la question d'en construire 1 à 2 nouveaux par an à partir de 2018 jusqu'à 2020. Les Chinois, les fameux touristes chinois, puisque l'an dernier on a passé la barre des 100 millions de touristes chinois dans le monde. Est-ce que les Chinois commencent à s'intéresser là aussi aux croisières? Ils s'intéressent à tous les Chinois. Pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas sur les bateaux de croisière, les paquebots? Ça les intéresse? Ils commencent à découvrir? Pierre Pellissier. De plus en plus effectivement sur les bateaux de croisière. Des armateurs comme Costa ou MSC ou Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line ont investi beaucoup en Chine. On essaie de pas mélanger les clients européens et les clients chinois. Pourquoi donc? Parce qu'on va dire font du bruit les Chinois. On va dire qu'ils font un peu de bruit et que les coutumes et l'éducation n'est pas forcément la même. Donc pour éviter d'avoir des problèmes de service client, on les mélange pas. Bon, un mot, Daniel Marlot, directeur commercial marine de Jeumont Électrique, l'un des équipementiers justement de ces géants des mers, notamment les paquebots de la Royal Caribbean. Oui, je voulais avoir une petite information. Tout à l'heure, vous disiez qu'un bateau nouveau est construit, remplace un ancien. Quelle est à peu près la durée de vie de ces paquebots? Une quarantaine d'années, je dirais. Une quarantaine d'années, d'accord. Donc, 40 ans, nous dit Hervé Bellège, la compagnie du Ponant. Avec des refits qui sont faits environ tous les 10 ans. Globalement, tous les 10 ans, le bateau est refait, parfois allongé. On a vu certains bateaux qui sont découpés en deux. On rajoute des tronçons. Et remis aux normes, surtout, parce que les normes. Ça marche comme ça. Bien sûr. Oui, les grands chantiers, hein, on parle des chantiers de l'Atlantique. 120 paquebots sont sortis en 150 ans. Oui, Christian Buchet? C'est pas évident de faire un paquebot comme ça. Vous savez pourquoi est-ce que ça se concentre?
Fincantieri, STX, Saint-Nazaire, chantier de l'Atlantique avec chantier de l'Atlantique, parce que autant faire des pétroliers, des porte-conteneurs, c'est relativement facile. Là, vous avez un souci du détail que seules des entreprises hautement spécialisées peuvent faire. Notre main-d'œuvre est quand même plus chère. Donc aujourd'hui, on détient encore ce savoir-faire parce que c'est du produit haut de gamme. Le détail quoi en matière de décoration, par exemple. Décoration, mais également ce que vous évoquez, c'est-à-dire qu'il y a une machinerie, il y a des questions de stabilisation pour lutter contre le mal de mer, Marlot, c'est du haut de gamme. Une logistique aussi très importante est nécessaire puisque c'est des bateaux qui sont réalisés dans une période à peu près de 30 mois. Combien de mois En tout 30 mois. 2 mois et demi, d'accord. 30 mois de réalisation, donc il faut vraiment avoir une logistique très importante. Parce qu'en effet, il y a l'Harmony of the Seas donc, qui est sorti cet après-midi pour ses premiers essais en mer de Saint-Nazaire. On attend le petit frère du Harmony, donc toujours à la Royal Caribbean en 2018. Il y a 4 bateaux pour MSC Croisière donc programmés, 3 pour Celebrity Cruise, c'est Royal Caribbean toujours, voilà. Tout ça donc d'ici, on est en 2016, d'ici 5 ans. Pourquoi les chantiers de Saint-Nazaire, pourquoi STX a autant la cote justement? Il faut bien rappeler, merci de l'avoir rappelé dans votre reportage, qu'il y a 5 ans on a failli mettre la clé sous la porte. C'est vrai, parce que le maritime semblait dépassé, révolu en France. On ne mesure pas que c'est le maritime qui va tirer la croissance et l'emploi. C'est un autre sujet. C'est la maritime qui nous donnera même la compétitivité à l'intérieur du pays. Quand on voit ça, si on se tournait, si nous avions résolument une politique maritime, on oublie que le maritime en France, c'est déjà 69 milliards de valeur de production. C'est 2 fois plus important qu'Airbus, si vous voulez, l'ensemble des activités maritimes. Je crois que si la France tournait moins le dos à la mer, quand on voit qu'on a failli ne pas avoir ce chantier, qui ne fabriquerait pas ça aujourd'hui, on voit en termes d'emploi, 10 millions d'heures de travail, etc., la conséquence pour l'économie sur toute une région, voire tout un pays entier. On aurait une politique volontariste, je dis ça parce qu'on va rentrer dans une ère présidentielle, il est temps que les politiques comprennent que c'est la mer qui va tirer l'emploi, la croissance, et qui nous donnera peut-être l'esprit marin, c'est-à-dire plus de fluidité, de connectivité, et donc beaucoup plus d'allant et beaucoup plus de joie de vivre. Vous faites fabriquer où le Ponant Hervé Bellèche Le premier navire a été construit en France, et les derniers ont été faits en Italie. En Europe, dans tous les cas. L'Italie, juste, j'ouvre une parenthèse, le naufrage, l'accident, je sais pas comment on appelle, du Costa Concordia, avec le capitaine qui a joué un petit peu avec les allumettes, c'était quoi, il y a 3 ans à peu près, il y avait quand même une trentaine de morts. Ça refroidit un petit peu les clients d'acheter de la croisière ou pas, Pierre Pellissier? En 2012, on a eu... Finalement, ça a été assez divers, parce qu'il y a eu... Cette exposition médiatique a fait que ça a généré énormément de trafic sur nos sites internet. C'est-à-dire beaucoup de clients se sont intéressés à la croisière. Il y a eu une baisse assez peu pendant 1 mois sur nos volumes de vente. Et finalement, très rapidement, le volume de vente a continué. L'année 2012 a été positive au global en termes de vente. Donc ça n'a pas eu un impact finalement si fort sur le secteur. Ça a eu un impact peut-être un peu plus positionné sur la compagnie. Allez, un mot chacun, Christian. Oui, la Concordia, c'est le naufrage qui n'a pas pu arriver. C'est-à-dire que si on suit la réglementation, l'État italien aurait dû faire respecter la réglementation internationale. Parce que c'est comme si vous faisiez voler un Airbus A380 à 350 mètres au-dessus des Champs-Élysées. C'est certainement sympa pour les passagers, les gens aux Champs-Élysées, mais ça n'aurait pas dû se produire. On ne peut pas naufrager aujourd'hui. Sophie Bayot. Oui, je voulais juste terminer. C'est vrai que la CLIA, qui est l'Association mondiale des compagnies de croisière, va sortir ses chiffres la semaine prochaine. Et juste pour en terminer par rapport à ce drame que fut la tragédie du Concordia, depuis 5 ans, la croissance est quand même à 2 chiffres, puisqu'on a une moyenne de croissance du marché de la croisière en France de 11,2%. Donc quelque part... Encore, on n'a pas parlé des croisières fluviales aussi. Et encore, un tout autre genre, bien sûr. Voilà. Allez, le mot de la fin, ça sera vous, Hervé Bellèche, donc directeur général adjoint marketing du Ponant, la compagnie du Ponant. Non, je voulais simplement vous remercier parce que je pense que le principal frein au développement de la croisière, et on sait qu'il y a énormément de développement à venir, c'est la méconnaissance de ce produit-là. Comme vous l'avez dit, 2% seulement des gens voyagent mondialement et 1% en France. Oui. Donc je pense que voilà, je vous remercie de nous avoir invités pour ça. Exactement. Et ben voilà, les décodeurs de l'écho, donc vous savez, on saisit d'un sujet de l'actualité économique tous les soirs. Économie dans au sens large, et on a vu comment les chantiers de Saint-Nazaire se portaient bien actuellement, maintenant, comment la construction de ce type de paquebot faisait travailler tout un écosystème, y compris donc loin de Saint-Nazaire, dans le département du Nord, du côté de Gemont, avec Daniel Marlot. Merci à tous. Je rappelle le livre noir de la mer, oui, parce que malgré tout, sur ces immenses océans, il se passe des choses qui ne sont pas forcément toujours très agréables. La piraterie, les trafics de migrants, les méduses, les algues.
Le sable aussi, méfions-nous du sable. C'est Christian Buchet qui vous le raconte dans son livre noir de la mer. Christian Buchet, réserviste de la marine. Voilà, les réservistes à l'honneur. Donc aujourd'hui, Sophie Bayot, directrice de SoBetween, experte du marché de la croisière. Pierre Pellissier, donc premier distributeur européen de croisière à la tête de QCNS. Hervé Bellèche de la Compagnie du Ponant. Et puis merci à Daniel Marlot qui est venu du Nord spécialement donc ce soir. C'est le directeur commercial marine de Jeumont Électrique. Dans un instant, qu'est-ce qui va arriver dans cette loi El Khomri? Comment le gouvernement va gérer l'affaire? Est-ce que l'exécutif n'est pas en train de ramer justement pour contrer les opposants? On verra ça avec Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF. Vous restez avec nous sur BFM Business. Les décodeurs de l'écho reviennent. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.